Je vous souhaite la bienvenue au musée départemental de Château-Lambert. Alors, c'est un musée qui a été créé en 1978 par un couple, Albert et Félicie Demare, qui étaient originaires de Champlitte. Comment est venue l'idée du musée? C'est tout simple. En ramassant les objets de la vie de tous les jours pour le musée de Champlitte, ils ont développé leur rayon de recherche. Et en arrivant ici, ils se sont posé une question. Pourquoi ramener tout ça à Champlitte? Pourquoi ne pas laisser ça ici? L'originalité de la ferme, c'est qu'elle est construite à même le sol, donc on va passer d'une pièce à l'autre à chaque fois en montant d'une marche. Donc elle suit la pente du terrain. Naturel. Ouais. Okay. L'élément principal de la cuisine, c'est tout simplement la table, on appelle ça le pétrin ou la mets. Donc à l'intérieur de cette table, toute la fabrication de la pâte du pain. Ce pain, ensuite, il fallait le faire cuire grâce à un four qui se trouve ici, donc la porte se trouve juste sur le côté de la cheminée. Alors par contre le four c'était une avancée qui se trouvait à l'extérieur de la maison, celui-ci a été détruit. Par contre ce qui est original c'est la palette avec le petit épi. Cet épi c'est tout simplement l'ancien thermostat de l'époque. Donc on enfournait la palette avec l'épi dans le four, on effectuait une prière, c'était le laps de temps qui permettait à l'épi de griller ou pas. Donc si l'épi était doré grillé, le four était chaud, on enfournait le pain à l'intérieur pour le faire cuire. Dans le cas contraire on attendait. Et on répétait l'opération, c'était une nouvelle prière. D'accord. C'est là qu'on peut dire que les gens étaient beaucoup plus croyants à l'époque qu'aujourd'hui. Au-dessus de la cheminée ici, les petits peignes à myrtille, confectionnés celui-ci avec un restant de sabot, ça prouve bien qu'on utilisait tout jusqu'au bout. Les petites marmites, donc pour faire à manger en dessous de la cheminée. Vous avez les chenets. Alors celui-ci est encore muni d'un petit tiroir. Et dans ce petit tiroir-là, on y faisait cuire directement les pommes de terre. Et puis le gros chaudron ici, donc plusieurs utilisations. Celle qu'on va le plus retenir, c'est pour faire bouillir l'eau pour la lessive. 1 à 3 lessives seulement par an. À l'époque, ça a bien changé, puisqu'aujourd'hui, dans certaines familles, c'est par jour, vu le nombre d'enfants. Donc 1 à 3 lessives par an, ça durait souvent plusieurs jours, et c'était quand même un travail qui était difficile et fatigant. Donc les femmes, c'était le travail des femmes, donc c'était quand même pas négligeable à l'époque. Hein. Ça durait, on s'entraidait, on faisait le linge d'une famille, ensuite celui de l'autre, etc. Le petit brûloir à orge pour faire le café. Donc l'orge, on le grillait, on s'en servait donc pour faire du café. Et puis dans la cave qui se trouve ici assez rudimentaire, il y a le saloir à porc. Donc lorsqu'on tuait le cochon, on découpait la viande, on la salait. C'est un des deux moyens qu'on avait à l'époque pour conserver la viande. Le deuxième, c'était de le fumer. Et puis les fers pour les choucroutes de chou, mais également celles de rave de navet qu'on trouve beaucoup dans le secteur. Ici, la pièce la plus importante de la maison, la plus importante car la plus chaude. Oui, on lui a donné le nom du fourneau qui se trouve à l'intérieur, le poêle, le poï en patois. Le poyo, vous dites? Le poï. Ah, le poï. Donc à l'intérieur, les réunions de famille, les veillées, on y joue aux cartes. Par contre, quand il y avait un décès, c'était toujours dans cette pièce-là qu'on installait le mort.
Les souvenirs de la famille, la couronne de mariée, avec le certificat d'études et la photo de classe. Celui qui avait le certificat à l'époque, c'était quelque chose à l'époque, hein, puisque c'était vraiment rare. Celui qui arrêtait l'école à 10 ou 12 ans n'avait pas la chance d'aller jusqu'au certificat qui se passait vers 13 ans. Et puis l'horloge a une seule aiguille, celle-ci, alors une aiguille uniquement pour les heures. Ça prouve bien qu'on était moins pressé à l'époque. Là, vous avez toute la fabrication des fromages, mais également du beurre, avec les différentes barattes ici. Les pots en grès tout en haut pour mettre la graisse du porc, le saindoux. Et dans cette graisse, l'hiver, on y plongeait les œufs, ça permettait de les conserver. Donc là, derrière, c'est l'étable, ce qui, encore une fois, ramenait de la chaleur dans le poêle, avec la place des chèvres et puis celle des vaches ou des bœufs. Alors, il n'y avait pas beaucoup de bêtes, puisque là, c'est une famille relativement aisée pour l'époque. Dans certaines fermes, il n'y avait qu'une seule vache. Donc là également, on a reconstitué les anciennes toilettes sur le côté ici. Ces toilettes, elles n'étaient pas souvent à l'intérieur de la maison, mais souvent à l'extérieur, au fond du jardin. Les gens étaient moins regardants parce que les odeurs, on avait la bouse de vache, Quand il n'y avait pas de toilette à l'intérieur, qu'on était en hiver, on venait faire directement ses besoins derrière les bêtes dans l'étable. Ah ouais. On n'allait pas aller dehors quand il faisait moins 10 ou moins 15. Alors ici, bon, derrière la porte, là, c'est la grange. On s'en servait surtout pour stocker du matériel. Mais la chose importante, ce sont tout simplement les portes. Elles sont recouvertes de petites tôles. Et les unes à côté des autres, ça sert de protection, de devanture. Ce sont tout simplement d'anciennes boîtes de conserve déroulées. Et au niveau de la lucarne, on peut même encore apercevoir les fonds de boîte ici, hein, qui servaient également pour faire les angles. Donc le grenier, à l'époque on stockait le foin, la fougère. Aujourd'hui il y a toutes sortes d'objets. Alors si on commence par ici, on a les haches à pré qui permettaient d'évacuer l'eau qui se trouvait dans le pré grâce à une petite rigole qu'on fabriquait de 10-15 cm de large sur autant de profondeur, et l'eau s'évacuait dans le ruisseau. En dessous on a les coupes chardon. Aujourd'hui ça a tendance à refleurir un petit peu partout au bord des routes. À l'époque il fallait les couper. C'est une plante qui est quand même assez relativement invasive. Et puis là-bas, l'objet qu'on utilise encore régulièrement, qu'on voit utiliser régulièrement tous les ans, c'est le drap de foin, le furet ou le cendrier. Et on le portait sur le dos, comme sur les deux photos qui se trouvent en haut à gauche. Donc, une fois chargé, environ 50 kg de foin sur le dos, mais sur de petites distances, contrairement à la cratche ici, où là, on s'en servait sur plusieurs kilomètres. Ah ouais. Et vous dites qu'on l'utilise encore, c'est-à-dire maintenant c'est pour les... Alors le drap de foin, ou... un pré qui est en pente, on rassemble le foin, on le met dans le drap, on le porte sur le dos, on l'amène sur le chariot, et puis voilà, ça va plus vite. Là où on ne peut pas arriver avec des machines. Voilà. Là par contre, la cratche, on montait jusqu'au ballon de servance avec, donc 4 km de marche, 4 km pour redescendre avec 70 kg de foin sur le dos, et on faisait ça 2 fois par jour. Le coffre à grains à 4 casiers. C'était la même graine partout, mais un casier égale un trimestre. Et puis ici, la civière, l'ancêtre de la brouette. Il fallait être 2 pour porter, étant donné que les champs sont toujours en pente. Lorsqu'on retourne la terre, elle a tendance à descendre. Et bien le premier sillon, celui du bas, tous les ans, on le remontait au-dessus du champ. Sinon, à force, c'était le voisin du bas qui profitait de la bonne terre. Ah, tout s'érode et tout finit par descendre à terre fertile. Voilà. On emmenait la terre, mais également le fumier sur place. Quand on ne pouvait pas aller avec le chariot, tout était en pente, on portait ça à main. Et puis là, c'est la chambre haute, comme on dirait dans le Houdou. C'est la chambre des parents, qui se trouve juste au-dessus du poêle. Donc elle était quand même relativement chaude pour l'époque. Elle était recouverte de foin ou de fougère, donc ça permettait de l'isoler. Au-dessus, aujourd'hui, on a la réserve des colliers pour attacher les bêtes à l'étable. L'ancien landau et puis des gros coffres pour stocker de la graine.
Donc là, ici, le clin d'œil, c'est l'école, une reconstitution de salle de classe, avec les bûchettes en bois sur les tables pour apprendre à compter. Pour les plus petits, on se trouvait devant, 3 par table. Pour les plus vieux, à l'arrière. Alors, il y avait la leçon de morale inscrite au tableau, il fallait la recopier sur un cahier, la prendre par cœur pour le lendemain. On voit le début du cinéma avec la lanterne magique, là, ici. Des images sur plaque de verre qu'on projetait sur le mur, comme les histoires des 3 petits cochons, par exemple. Et puis un objet de torture, la chaise affaissée à un seul accoudoir. Chaise affaissée, ici, qui est pour maître gaucher. C'est le maître qui s'installait sur la chaise. L'élève arrivait du côté où il n'y avait pas l'accoudoir, donc se penchait devant le maître, prenait appui sur l'accoudoir de l'autre côté avec les bras. Et le maître, avec la main gauche, donnait la fessée. Dis donc. C'était définitivement une autre époque. Bon, là, on a des petits textes, on a des défendus. Rien que le premier, on pourrait dire que tous les footballeurs se feraient punir de cracher à terre. La plus jolie, c'est celle-ci. Essuyer les ardoises en crachant dessus ou en y portant directement la langue. Là, c'est sympa. Ouais, c'était au risque et péril du gamin de faire ça. Hein. On a même un petit barème de punition. Bon, là, relativement sympa. Hein. Il y a des lignes au piquet, il y a les temps. Voilà. Alors ça, c'était une classe typique de campagne. Ils étaient regroupés par âge, ça, les deux, Non. plus petits ou plus grands? C'était combien? Tout était mélangé. Tout est mélangé. On avait les petits, les moyens et les grands dans la même classe. Ça pouvait atteindre 50-60 élèves dans la même classe. Donc de la maternelle jusqu'au CM2 à peu près. Et sur les dessus de Servance, il y avait une école, il y avait pas loin de 60 élèves, sur 60 élèves, 10 familles. Donc on peut bien penser que tous les enfants de la même famille n'étaient pas présents en même temps dans la salle de classe. Hein. Avec un seul maître. Un seul maître, ouais. La vache. On comprend du coup qu'ils avaient besoin de se faire respecter et de faire régner l'ordre. Hein. 60 gamins. Ah ben, c'était avec le curé et puis le maire du village, les 3 personnes les plus respectées du village. À l'époque, hein. Donc ici, on a les petites cabanes où travaillaient les métiers du bois, les gens qui travaillaient dans la forêt. Donc la première ici, c'est le Bacchus, c'est la cabane du bûcheron du Ballon d'Alsace. On y dormait toute la semaine à 3 ou 4 hommes, autant dire qu'on se serrait un maximum pour garder un maximum de chaleur. La deuxième de forme circulaire, elle était fabriquée l'été avec du genêt, c'est la hutte du sabotier avec toute la fabrication des sabots à l'intérieur. On avait la matière première sur place pour y fabriquer des sabots. Mais ils dormaient par terre sur de la fougère, c'était l'été. Donc on fabriquait les sabots l'été à l'intérieur de la cabane, on les accrochait, on faisait un petit feu au centre pour pouvoir les faire sécher. Et puis le soir venu, on écartait l'outil de travail, on dormait par terre dans de la fougère, etc. Alors ce tas de bois qui se trouve là-haut, il faut encore le recouvrir avec des feuilles, de la mousse et de la terre pour pouvoir faire le charbon à l'intérieur. Il y a une phrase qui résume ce métier-là, mais alors à la perfection, la Schlitt tue en descendant et crève en montant. Tue en descendant à cause des accidents et des morts que ça a provoqué, et crève en montant parce qu'une fois le bois enlevé, il fallait la porter, cette Schlitt, sur les épaules pour la remonter tout en haut. On n'avait pas besoin de faire de sport à l'époque. Hein. Non, la salle de sport, il n'y avait pas besoin. Donc le chantier de cire de long, il fallait on le trouvait au centre d'une coupe. On ramenait tous les troncs sur place, on les taillait, les troncs de chêne principalement, on les taillait à la hache sur les flancs pour donner une grosse poutre. Cette poutre-là, on l'a montée au-dessus de la chèvre, donc ça correspond à ce morceau de bois-là. Et c'est ce morceau de bois-là qu'on sciait dans le sens de la longueur. Donc pour le scier, 2 hommes, un au-dessus, un en bas. Celui du bas, on l'appelait le renard, celui du haut, le chevrier. Et à l'aide d'une grosse scie dans un cadre en bois, on sciait le bois dans le sens de la longueur. Arrivé ici, on était bloqué. On enlevait la scie, on retournait la poutre pour scier toute l'autre partie. Alors on en a fait des planches, des poutres, mais surtout les traverses de chemin de fer en chaîne. Et une bonne journée de travail, c'était une trentaine de traverses de réaliser dans la journée. Donc là, c'est le dernier atelier du parc, c'est l'atelier du leveur d'écorce. Au printemps, les paysans partaient dans la forêt récupérer le chêne. On passait dans des taillis. On passait à peu près tous les 20 ans sur une parcelle pour récupérer le chêne. On décollait l'écorce, on en faisait des paquets, des fagots qu'on transportait dans les tanneries. À l'intérieur, on y trouve le tan. C'est ce qui permettait de tanner le cuir. Et le bois écorcé, on le vendait dans les boulangeries pour la cuisson du pain.
Et le thon, on retrouve ça dans l'écorce de tous les résineux Non. Le chêne, le noyer principalement. Et ça durait un maximum 1 mois et demi de temps et lors de la poussée de la sève au printemps. D'accord. Uniquement là. C'est à cette période-là que l'écorce d'un arbre est la plus facile à décoller puisque la sève monte entre le bois et l'écorce. Ici on a le moulin, mais moulin à huile et non à farine. La différence qu'il y a entre les deux, c'est la pierre qui va écraser. Une pierre dressée comme celle-ci, c'est un moulin pour faire de l'huile. Alors l'huile de noix, noisette et également de faine à l'époque. Alors la propriété de l'huile de faine, antiparasitaire et vermifuge. Alors il fallait de la main d'œuvre bon marché pour les ramasser dans la forêt, c'était les enfants. Donc une fois que c'était écrasé, on obtenait seulement une pâte qu'on passait là-bas au bout au niveau du pressoir. Donc on installait la pâte dans les bacs, suivant les époques, hein, bien sûr. On faisait tourner la roue, la poutre du dessus descendait grâce à une grosse vis sans fin qui se trouve là-bas à gauche. 3 pressions, 3 qualités d'huile. La première pression pour faire la cuisine, la deuxième pour les lampes à huile et la troisième pour graisser les outils. Et le restant de la pâte, on donnait ça à manger au cochon. Dans certaines familles, on en détournait une petite partie, on rajoutait du miel dedans, ça donnait les bonbons. Alors le moulin qui est là date du XVIIe siècle. Alors les minerais principaux, ici au niveau des mines de Château-Lambert, le cuivre et le molybdène qui a été utilisé par les Allemands durant la dernière guerre pour durcir le fer. Alors le molybdène, c'est ce qui est de couleur gris ici dans la roche. Et on en trouve encore aujourd'hui dans les magasins de bricolage, puisqu'on trouve encore des forêts au molybdène. Voyons au sabot. Et puis la particularité, c'est qu'on a un feuillet de paie, c'est une fiche de paye de 1943, et pour 15 jours de travail et 108 heures travaillées. Donc là, on peut dire qu'on était loin des 35 heures. Et puis là, on a une particularité ici dans le musée, c'est l'appareil de musique qui est là, l'orchestrion ou le bastringue. Donc quand les gens disaient « Oh, arrête-toi ton bastringue », voilà l'exemple. C'est un appareil de musique qui se trouvait au Café des mineurs à Ronchamp, qui permettait de faire danser les mineurs avec leurs femmes. En dansant, on avait chaud, donc on consommait. Pour finir, c'était devenu un appareil pour pouvoir gagner de l'argent. Alors ici, pour bien montrer qu'il y avait beaucoup plus de neige à l'époque qu'aujourd'hui, on a une collection de traîneaux qui étaient utilisés l'hiver sur la neige, tirés par des bêtes, des chevaux, des vaches, des bœufs. La bétaillère au-dessus, avec la charrette du boucher. Le traîneau de promenade, on va dire pour des gens relativement aisés. Pour le transport des gens, il y avait un deuxième banc ici. Par la suite, on s'en est servi pour transporter les bidons de lait. Et le traîneau de ferme au bout. Et puis ici, le traîneau du colporteur, on peut dire le journaliste d'aujourd'hui. Et la petite malle là, qui est la malle du caïpha, c'est le nom qu'on donnait autrefois à l'épicier.
Donc là, la machine à vapeur a été récupérée en même temps que la scierie, et l'objet de récupération sur la machine à vapeur, là, comme on peut le voir, c'est la preuve que tout servait. C'est le casque allemand tout en haut qui servait d'entonnoir pour faire refroidir le mécanisme. Ici, vous avez les deux grosses scies qui étaient utilisées donc par les scieurs de long, et puis les deux petites au milieu, deux scies de menuisier pour enlever la partie flash. Alors quand on parle de la partie flash, c'est cette partie-là du plateau, hein, toute la partie là. Et puis ici, le charron pour la fabrication des roues, du chariot, du joug. Et puis à côté, le tourneur, c'était souvent la même personne pour fabriquer les axes de roue, mais également le jeu de quilles. L'ancêtre du bowling, hein, avec pour moi beaucoup moins d'avantages, puisque le jeu de quilles, les gens misaient une somme d'argent. Le gagnant, celui qui faisait le tomber le plus de quilles en 2 boules lancées, il ramassait la mouche, la somme en argent. Une fois qu'il avait gagné ça, il allait donner la pièce aux enfants qui requillaient. C'était un moyen pour eux de gagner de l'argent. Et puis ça pouvait être des lots à la page. Un lapin, une bouteille de vin, un paquet de cigarettes, un canard. Mais ce que tout le monde gagnait le dimanche soir, c'était généralement une bonne cuite. Parce que celui qui gagnait la bouteille, il la buvait sur place. Celui qui gagnait le paquet de tabac, tout le monde fumait, tout le monde chiquait. Le canard ou le lapin, il disait au restaurateur, tu nous le fais pour ce soir. Tout le monde restait manger sur place. Aujourd'hui, le bowling, vous payez, vous jouez, une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à partir. Mais il y avait des jeux de quilles un petit peu partout dans tous les villages, avec des concours. L'été, il y avait des concours partout. Et puis il y avait des gros lots, ça pouvait être un tonneau de vin, un mouton, un cochon, voilà. Aujourd'hui, ça tend à disparaître, hein, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, la saboterie traditionnelle avec le parroir, les cuillères, les gouges, donc à la main. Il fallait compter 2h30 de temps minimum pour faire une paire de sabots pour celui qui savait les faire correctement. Et avec les copieuses là-bas au bout, 5 minutes par machine. Et puis ici la forge, avec toute la fabrication des outils, mais également des fers que l'on peut voir accrochés là ici au-dessus. Fer en forme de U, donc pour le fer à cheval, et puis pour les autres, pour les vaches ou les bœufs. La différence, c'est qu'un bœuf ou une vache, c'est 2 ongles par pied. Qui dit 2 ongles, dit 2 fers comme ça, normalement par pied. Pour un bœuf, hein, en ce qui concerne le bœuf. Les vaches, les pieds sont plus petits. Bon, par contre, en réalité, on n'en mettait pas 8, on n'en mettait que 6. Si on regarde bien la photo qui se trouve là, il y avait beaucoup plus de poids devant que derrière, parce qu'il y a le poids de la tête. Donc on installait 2 fers sur chaque patte à l'avant et un seul sur les pattes arrière. Ah ouais. Ça faisait quand même faire une économie d'argent à la famille. Et pour ferrer donc la vache ou le bœuf, il faut l'outil qui se trouve ici, qu'on appelle le travail. Et ici, c'est l'exception, puisque ça reste des travails quand il y en a plusieurs. Parce que c'est un outil. Et pour finir la visite, là-bas au bout, vous avez la hutte à porc avec au-dessus le petit pigeonnier. Donc cette hutte à porc, elle est jolie dans un bâtiment à part. Souvent, on la trouvait en dessous de l'évier de la maison d'habitation. C'est vrai qu'elle est jolie, hein. Avec toute l'eau grasse, de la vaisselle. Il n'y avait pas de produit vaisselle à l'époque, donc toute l'eau grasse tombait au fond, les cochons mangeaient tout en dessous.